Bien le bonjour tout le monde et merci d'avoir rejoint cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la critique de Avatar, de Feu et de Cendres. Et franchement c'est le film que j'attends le plus depuis 3 ans. Depuis 2022 avec la fin de Avatar 2. La voix de l'eau, ouais. Ouais, de la voix de l'eau. Comme d'hab, on va faire d'abord nos spoils et après on va faire spoil. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire en version spoiler. Comme d'hab, je suis avec Kingerfly. Salut. C'est parti, on va commencer la version no spoil. Après les événements de Avatar, la voix de l'eau, Jake, Neytiri sont en deuil par rapport à leur fils Neteyam qu'ils ont perdu. Leurs autres enfants, donc Loak, lui, se sent coupable un petit peu de la mort de son frère. Kiri, donc la plus âgée des filles, il se passe encore plein d'événements autour d'elle, plein d'événements un petit peu mystiques. Et après, il y a la plus petite, il y a Took, qui elle on voit un petit peu moins. Spider, qui lui a sauvé son père à la fin du 2. Donc là on retrouve Spider et l'histoire va beaucoup tourner autour de lui. Et voilà, en gros, cette petite famille qui vit le deuil va se retrouver contrainte, entre guillemets, de devoir un petit peu quitter pendant un temps le clan des Metkayina, donc le clan de l'eau. Et là, il y a des événements qui vont arriver et ça va un petit peu bouleverser toute la tranquillité de la famille. Et bien sûr, on va avoir le retour de la RDA. Voilà, de la RDA qui n'ont pas fini en fait ce qu'ils ont commencé dans le 2. Du clan du feu aussi. Voilà, et du coup, effectivement, il y a le clan du feu qui arrive. Et il y a pas mal de choses qui vont jouer autour de ça et des événements que là, je peux pas trop révéler, qui bouleversent un petit peu tout le déroulé des personnages. Et encore une fois, beaucoup par rapport à Spider. Voilà. Qui est le centre de l'intrigue en soi. C'est littéralement... ça devient le centre de l'intrigue de celui-là parce que c'est son film, il se passe un événement le concernant qui intéresse beaucoup la RDA et qui doit être protégé par Jake et sa famille. C'est ça. Grosso modo. Parce que ça peut changer le monde. Voilà, exactement. Alors, là, la vie à chaud, on l'a vu hier soir en IMAX. Première, IMAX. Incroyable. Enfin, c'est toujours un bonheur. C'est fantastique. Franchement, c'est une claque, mais de malade. Je veux pas seulement parler des visuels, parce que dire que Avatar c'est beau, c'est trop facile, c'est comme dire que l'eau ça mouille. Hein. Maintenant c'est devenu un pléonasme, mais c'est splendide, c'est magnifique. Il n'y a pas plus beau film au monde, visuellement parlant, au niveau des effets spéciaux. Ouais. Encore une fois, c'est le boulot de Weta Digital. Et eux, mais c'est des boss niveau effets spéciaux. Franchement, c'est incroyable. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas Avatar, c'est sûr qu'il y a des choses à voir. Hein. On va pas se regarder la main pendant 3 heures. Hein. Il y a des choses qui se passent à l'écran, surtout dans celui-ci. Donc moi j'ai adoré, je l'ai préféré que le 2. Ouais, moi aussi, pareil. Le 2 était très bien, tout ça, il y a des choses à redire et tout, forcément, aller voir la critique qu'on avait fait à l'époque, mais... on n'en avait pas fait sur le 2. J'ai rien dit. Non, le 2 vraiment était très bien, mais là le 3, la barre est tellement au-dessus. Vraiment sur il met les curseurs à fond là. C'est tout ce que t'as pas eu dans le 2, tu l'as dans le 3 vraiment très clairement. C'est de l'action non-stop, le rythme est tellement bien ficelé, je trouve. Beaucoup. T'as pas de moment un peu plus lent. Si on le compare directement au 2, il n'y a pas de moment beaucoup plus lent. C'est vraiment très souvent de la course sur plein de points, t'as de la poursuite, t'as pas les moments d'apprentissage qu'on a beaucoup dans le 1, dans le 1 c'est tout à fait normal, mais qu'on retrouve dans le 2 et des fois qui peuvent être un peu lourds, mais moi dans le 2 j'avais quand même bien aimé parce que je découvre un autre peuple et tout, mais que ce soit au niveau de la musique, de la mise en scène et tout, c'est vraiment pareil que dans le premier, donc ça on n'y a pas. Après maintenant dire, je sais pas si j'ai préféré le 3 au 1 parce qu'en fait le 1 il est devenu nostalgique, hein, ça fait 15 ans. Moi c'est ma Madeleine de Proust, le premier Avatar, j'aime trop, même ses défauts je les aime, donc voilà. Donc c'est trop dur de le comparer. Par contre le comparer au 2 là c'est complètement possible, grave. Clairement. On a une histoire un petit peu plus complexe que dans le 2 en quelque sorte, ou le 3. C'est moins manichéen, on a moins d'un côté les méchants, les gentils, là il y a un petit peu plus de... un peu plus de grisaille au milieu de ça, de pourquoi on en vient là. Même nos héros vont avoir des côtés sombres et durs
qu'on pourrait qualifier comme de vrais défauts. Sans rentrer non plus dans les spoils, mais on a Jake par exemple qui est clairement pas un bon père. Ah, clairement pas, ouais. Déjà dans le 2 il était pas super, mais là dans le 3 il continue, hein, vraiment. Il sait pas parler à ses enfants, il est dur, il a des décisions qui sont pas bonnes. Neytiri, après ça peut se comprendre, mais Neytiri elle est les humains à un point à en devenir aveuglée de tout, de plein de choses, et elle est dans une haine qui est énorme. C'est des protagonistes et pourtant ils ont des défauts qui sont durs, donc j'aime bien, c'est des personnages qui sont pas tout blanc, pas tout noir, donc ça déjà c'est une bonne chose. Et ensuite, si on parle directement de camp, dans le camp des Na'vi, on a des Na'vi qui sont mauvais. Et dans le camp des humains, on a des humains qui sont bons, mais bon ça dès le premier film on en avait. C'est varié à ce niveau-là, et du coup on peut avoir plusieurs niveaux de lecture, je pense. On peut voir les choses de plein de manières différentes, et au moins quand on sort, on peut avoir des questionnements par rapport à des agissements de personnages, de tiens ouais lui il fait ça, c'est bizarre, mais en fait si tu te mets bien dans sa tête, tu peux le comprendre. Donc ça c'est des choses que moi j'avais pas dans le 1 et que j'avais pas dans le 2 pas autant poussé, c'était plus méchant contre gentil dans les autres. Ouais, donc, voilà. C'est ça. Là ça reste un petit peu, ça devient un petit peu plus, comme tu disais... c'est moins manichéen. Voilà. Quaritch il est toujours un peu entre les deux, mais je trouve tu le ressens plus sur Jake et Neytiri comme tu dis. Même sur les enfants, Loak, qui est vraiment la moindre chose qu'il fait, c'est vraiment catastrophique. Genre vraiment il a le rôle du paria comme il c'est ça. Il fait vraiment les pires choix, les pires actions. Il y a toujours des conséquences. En plus quand il fait des choix négatifs, en fait c'est bien fait parce que tu en veux pas au personnage, tu te dis putain mais il est con, non, c'est que tu vois que c'est un ado qui veut faire trop vite et qui oublie de faire des choses, qui est maladroit, tout ça, mais qui a plein de bonne volonté. Je trouve le personnage bien moins exécrable que dans le 2. Le 2 il m'énervait un peu, et là je le comprends. Il faisait un peu tête à claque dans le 2. C'est ça. Et dans le 3 là c'est un peu plus étoffé en quelque sorte. On l'a vu en IMAX. Bon, bien sûr, visuellement c'était incroyable. Et la 3D, moi j'ai trouvé excellente. La 3D. J'ai déjà vu des commentaires qui disaient la 3D elle sert à rien. Alors, moi je le prends comme du bonus la 3D maintenant. C'est du bonus, je sais que je vais voir des belles images. Après que j'ai l'impression que l'écran me saute dessus, tu vois, c'est cool. Mais c'est du bonus, tu vois. L'avance, en gros, le plan qui va venir proche de nous, l'élément qui va venir proche de nous, ça je l'ai peut-être moins, il y a dans 2-3 détails. Au début surtout. Par contre, la profondeur de l'image, on a un paysage avec l'horizon qui s'étale, vraiment la superposition d'un vaisseau qui est devant, machin, ça je l'ai vraiment. Ça c'est cool. Et ça c'est tellement bien. Des fois tu vois un personnage qui est au bord de l'eau, et t'as une vague qui va arriver devant l'écran. Dans le 2 il le faisait déjà, et dans le 3 t'as énormément de plans où t'as l'impression de te prendre la flotte dans la gueule, quoi. La 3D elle est sublime, incroyable, c'est trop bien fait, ça, y a pas photo. Après est-ce qu'on est dans une salle qui a une très bonne 3D, parce que je sais que des fois ça joue sur les écrans et tout ça. Il y a des cinémas qui gèrent mal la 3D. Enfin moi c'était un plaisir, pourtant je suis pas fan des films de 3D, mais Avatar je sais que ça marche tout le temps, parce que Cameron il aime ça, il sait le faire. Il veut qu'on le regarde en 3D, donc à ce niveau-là, c'était super. Et pour le son, son surtout, le son était génial. Mamma, vraiment. Il y a un moment quand on parlait hors caméra, mais les tirs. Les premiers tirs de... je sais pas comment ça s'appelle, leurs armes. C'est de l'arme d'assaut. L'arme d'assaut, les fusils d'assaut, les premiers tirs de Jake. Ça tire et on sent comment ça impose. C'est les premiers tirs que t'entends. Pour moi ça m'a marqué direct, parce que t'as un son qui te rentre dans la tête qui est phénoménal. C'est marquant de fou. Et ça je trouve que c'est un truc qu'il n'y a pas trop dans les autres films. Non. Une arme à feu, normalement ça fait un bruit de fou. Et dans les films il y a toujours des tirs, mais c'est pas autant poussé. C'est pas autant marquant. Quand ça tire vraiment, ça te fait bizarre. Là quand le son il sortait, ça te montre la puissance de l'arme. Puis en plus, vu que dans Avatar, t'as toujours la distinction entre les arcs, les flèches, les lances, tout ça, et les armes à feu de la RDA. Là, tu ressens d'autant plus, c'est pour ça qu'on souligne ça, parce que tu ressens d'autant plus la force de l'arme contre des peuples qui sont juste sur leurs icranes, avec des lances et des flèches. Et du coup, tu te dis, et c'est très bien montré dans le film, dans celui-là, dans ce volet, que la puissance de la foudre, comme il l'appelle,
Ah ouais, il crache voilà, le tonnerre. ça crache le tonnerre. Ouais. Ça élimine les personnes en 2 secondes, quoi. Ouais. Et c'est le fait d'avoir un audio aussi puissant te montre autant la puissance de l'arme. Ouais, de l'arme. Et je trouve ça fonctionne extrêmement bien. Je sais pas si dans une salle qui est pas en IMAX, on a un son qui pète autant. Pas autant, mais je pense maintenant t'as tellement de salles en Dolby et tout ça que je pense que ça doit bien se ressentir. Ouais, c'est mais vrai. là, en fait, c'est surtout une accumulation 3D plus IMAX, grand écran, siège, confort. Tu te dis, t'as le son qui tape dans tes oreilles, c'est quand même un sacré luxe. Hein. Ouais, non mais c'est sûr. C'est pas négligeable. C'est l'immersion, c'est quand tu retournes. Enfin, vraiment, moi, cette magie, elle marche toujours pour moi. Hein. Ouais. La magie de replonger dans Pandora. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne à chaque volet. Je suis désolé. Le post-avatar, quand tu sors de la séance, voilà, t'étais dedans. T'as un moment un peu de suspens. Quand tu rentres, la scène d'ouverture de celui-là, elle est très bien. Et elle te replonge direct dedans. La musique, l'environnement, tu retrouves les falaises. Enfin, grave. C'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne toujours. Je rentre tout de suite direct dans l'univers. Ouais, t'es bien en fait dans ce univers. Ouais, clairement. Et ça fonctionne peut-être pas pour tout le monde, mais moi je trouve que la recette fonctionne. Qui ça marche pas. Ça, j'ai envie d'en faire une vidéo différente, de parler pourquoi il y a autant de gens qui n'aiment pas Avatar. Étrangement, peut-être que c'est vraiment le je te vois, eux ils voient pas forcément. Je pense que d'autres peuvent voir. Oui, le scénario c'est pas fou. Par exemple, il y aurait des romans Avatar. Bon ben, si on aurait seulement l'histoire vraiment brute sur du papier. Peut-être que ça marcherait pas comme ça, là ça marche par ses visuels, mais ça vaut le coup, ça vaut le détour. Après, de dire qu'il n'y a pas de scénario, il n'y a rien, ça, alors, c'est autre chose. Ouais, moi je trouve que c'est faux, parce que niveau dramatique, ça dépasse quand même beaucoup de blockbusters qui prennent tout à la rigolade, qui prennent tout en blague. Là il y a du vrai drama, il y a des vrais moments, des actions qui se passent, où d'autres blockbusters se le permettraient pas. Si on prend le 2 par exemple, on a la mort d'un ado, on a la mort d'un enfant, alors certes qu'on s'y soit attaché ou pas, peu importe, malgré tout la mort elle est là, en plus elle est vraiment visible avec la mère qui a le sang, son frère qui a le sang sur les mains, la famille qui est autour, là, il y a beaucoup de blockbusters qui ne se permettent même pas ça. Donc je trouve que quand même, il y a un côté qui gère le drama et les situations qui sont considérées comme très graves, et ben que voilà, c'est là quoi, c'est présent. Et il y a trop de personnes qui disent c'est seulement du visuel, il n'y a pas plus d'enjeu que ça. Donc voilà, on va passer en version spoil parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi franchement je vous le conseille 1000 fois. Clairement. Hein, moi je vais retourner une deuxième fois. Pareil, aussi, pareil. C'est mieux que le 2. Si vous avez aimé le 2 ou si vous n'avez pas aimé le 2, allez voir quand même le 3 parce que c'est mieux. C'est vraiment, pour vraiment faire une conclusion très, très, très grossière, c'est vraiment mieux que le 2. Et le rythme est excellent. Et il se passe des choses plus intéressantes que dans le 2, en quelque sorte, grossièrement. Et si vous n'aimez ni le 1 ni le 2, n'allez pas voir le 3. Ça évitera des commentaires, dire le 3 c'était de la merde. Comme ça, vous vous détachez de la saga et vous laissez les gens qui kiffent kiffer. Et dernier petit point, ce troisième film, et en fait, c'est un peu la conclusion d'un arc, c'est un peu une trilogie. Le 4 et le 5 seront un petit peu différents, ça c'est Cameron qui l'avait dit. On peut le ressentir, mais il y a des portes qui sont pas du tout fermées, hein, c'est même grand ouvert. Bien grand ouvert, double porte bien ouverte. Ouais, grave, là c'est ça. Voilà, bon, on passe en version spoiler. Bon, du coup, si vous êtes ici, c'est que vous êtes prêts à vous faire spoiler. Bon, là il y a beaucoup de choses à dire, et là ça va être bien plus intéressant. Bon, on va commencer par le commencement, exactement. Avatar 1. Ouais, déjà ça se passe 2 semaines. Ça se passe 2 semaines après, je crois, à peu près. Ouais. Moi j'adore le début. Ouais, là, le début, ça attaque un peu tout de suite, parce qu'on a Jake qui va chercher des armes. Oui. Il va chercher des armes qui remontent et tout, il arrive au milieu du peuple. Il dit tiens, alors regarde, là tu charges là, vraiment le militaire. Et moi j'aime bien ce Jake là. Ouais, moi aussi. Même s'il est un peu con pour certains agissements. Surtout avec ses enfants et tout ça. Ouais, c'est ça. Il a trop le rôle. C'est un paternel militaire quoi. C'est vraiment. On le voit très bien dans le 2, donc vous savez très bien de quoi on parle. C'est vraiment, et là ça l'est encore plus, dans cette continuité là. Comme si il se rendait pas compte que c'est pas des soldats ces enfants, c'est ses enfants, tu vois, il y a toute cette mécanique là. Et c'est vrai que là, pour spoiler,
vraiment le rôle des parents, je me suis dit, mais il faut qu'ils aillent tous voir un psy dans cette famille. Genre, tu vois, genre, il n'y a rien qui va. Ils sont catastrophiques. Genre, ils sont perdus en fait. Bah oui, ils sont perdus. Mais tu sais, c'est marrant parce que c'est vraiment pire choix sur pire choix, tu vois. Ils font pas des bons choix. Lui, la façon, l'éducation qu'il donne à Loak, le plus grand, genre vraiment, lui, tu m'étonnes qu'il soit paumé. En plus, il se fait pas comprendre par son père. Le moindre choix qu'il fait, c'est pas bon. Mais il le délaisse en fait un peu. Ah, clairement, ouais. Clairement. Et dès que lui, il a un peu envie de parler, un peu envie de se faire comprendre, il l'envoie chier. Mais tout ça pour dire que du coup, là, dans ce volet-là, il y a un petit peu la... À la fin, il commence un peu, tu vois, il y a un peu une conclusion sur ça. Il commence à coéquipier et tout. Il commence à changer de bord et à vraiment le percevoir comme son fils, à l'écouter plus. Et à lui faire confiance, à le considérer comme vraiment un acteur de la situation et pas seulement sur un gamin. Parce qu'il y a toutes les étapes qui se déroulent. Il a comme ils disent, il a son propre chemin. Il a son chemin, il le laisse faire, donc son chemin qui est repris du 2 avec son Tulkun, qui est, je sais plus comment il s'appelle, Payakan. Donc il y a tout encore cet arc-là avec les Tulkun, qui sont encore très présents. Et du coup, il fait son chemin, comme ils appellent, de rapatrier Payakan au sein de sa propre tribu et au sein de la grande matriarche et tout ça, pour qu'il soit accepté et tout ça. Donc ceci explique le pourquoi il l'accepte. Voilà, il l'accepte pas, exactement. Enfin, il l'accepte. Enfin, après, il l'accepte parce qu'il a agi tout seul. Il est devenu ce paria, tout ça. Jake, il se rend compte qu'il est en train de faire un peu n'importe quoi par rapport à sa famille. Donc c'est bien, l'arc évolue enfin. Tu vois, ça c'est cool. Oui, ça c'est trop bien. Par contre, pour revenir sur les parents et surtout sur Neytiri, putain, j'adore. Franchement, j'adore trop son personnage. Elle est super bien écrite. Moi, franchement, c'est un perso qui est... Thierry, je trouve, elle a vraiment pas grand chose à redire. Et même là, dans celui-là, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a une grande phase de doute. Parce que les mots, à un moment, il y a... Bon, c'est un peu vers la moitié du film. Il y a toute une scène où Jake et Neytiri parlent. Et le Jake a des mots très forts, très violents en sur elle. les doigts, comme quoi elle lui fait comprendre que j'étais un humain avant. Parce qu'on voit toute la haine qu'elle a auprès des peaux roses. Et Jake lui utilise des termes très très violents pour lui dire mais même tes enfants tu les aimes pas et tout ça. Et tu vois la larme couler qu'elle elle en prend doute. Elle a des gros doutes. Et c'est tout l'arc de ça. J'ai trop aimé son évolution et tout. Grave. Je trouve ça vraiment cool. Et tu vois, ça c'est bien parce que, encore une fois, je reviens sur les personnes qui crachent énormément sur Avatar. Ce genre de sujet, c'est trop bien de les avoir dans un film comme ça avec ce thème-là. L'effet d'avoir des enfants qui viennent de deux mondes et tout ça, elle se pose des questions elle-même parce qu'elle a des enfants de l'ennemi qu'elle combat un petit peu. Donc c'est super intéressant, c'est pas seulement... C'est pas de la pure souche pour eux. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, c'est vraiment elle a des hybrides quoi. Et elle doit même aussi s'occuper de Spider qui est littéralement un humain. C'est ça. C'est des sujets sensibles parce que là c'est clairement du racisme. Clairement, très clairement. C'est ça. Et tu vois, et c'est un personnage, un protagoniste qui est raciste, tu vois, ouvertement. Alors certes, c'est l'ennemi, tout ça, mais c'est quand même, ils vont loin, ils vont mettre des touches, Cameron va mettre des touches à ses personnages, des touches sombres, et ça c'est très bien parce que combien de films de blockbusters maintenant s'autorisent ça? Il n'y en a quasiment aucun. Il le ferait très maladroitement. Oui, c'est ça. À part bien sûr si on parle de films comme Dune et tout ça où vraiment il y a un auteur derrière et tout, mais c'est pour ça qu'il y a Avatar, je trouve des fois que c'est pas justifié comme quoi on lui tape autant dessus. On aime bien taper sur les grands blockbusters, c'est normal. C'est comme on disait déjà tout à l'heure en partie de nos spoils, c'est que ça a une échelle trop grande donc tout le monde. En fait, il a pas le droit à l'erreur. La moindre erreur. Parce que part du principe que c'est tellement gros qu'en fait il faut que ça soit parfait, mais. Ça peut pas. Non, ça peut pas. C'est très discutable sur plein de points. Et il y a beaucoup de choses que moi j'ai pas appréciées. Moi c'est pareil, en tant que littéralement fanboy d'Avatar, il y a des choses où des fois non. Ça je suis pas trop d'accord.
D'ailleurs, on va y venir, on va glisser sur un nouveau personnage. Exactement. On va parler de Spider. Ouais, The Spider pour commencer, c'est plus intéressant. Spider qui est quasiment un des piliers de l'histoire. Ouais, qui va même, je pense très certainement, qui va être avec Kiri les 2 prochains protagonistes de Avatar. Hein. Celui-là est centré sur ces 2-là. Hein. Ouais. Pour moi, moi, tu vois, sur les 3 enfants principaux, lui qui m'intéresse le plus, c'est Loak. Bah oui, moi aussi. Parce que je trouve son histoire plus intéressante. Alors, Kiri, c'est intéressant son histoire, mais c'est trop vague, trop flou. Ouais, c'est encore trop. C'est difficile à s'attacher. Ouais. Elle est trop. Il y a trop de mysticisme autour d'elle pour qu'on puisse s'y attacher. Et le problème, c'est qu'elle a trop le rôle pour le moment de la personne qui solutionne le scénario. Tu vois, elle a trop ce truc-là, je sais plus comment ça s'appelle. Deus Ex Machina. Deus Ex Machina. Elle a un peu ce principe-là. Et là, pour le moment, encore une fois, on apprend, on nous explique d'où elle vient en quelque sorte. On a la révélation qu'on n'avait pas dans le 2, qu'on savait pas de qui était sa mère, machin, et là on te le justifie. Alors je suis désolé, mais moi l'explication qu'elle a eue, pour moi c'est de la connerie en barre. C'est pas le pire pour moi. Ouais, c'est quand même sacrément facile. Hein, que Eywa a mis une graine dans le ventre de... Au moment où à la fin du 1... c'est rentré. Ouais. Et du coup l'avatar de Grace serait tombée enceinte, donc il n'y aurait pas de père. Et du coup elle aurait accouché de Kiri, mais en fait Kiri n'est pas l'enfant de Grace, c'est Grace. C'est encore trop. En fait, moi je dis c'est la connerie en barre là maintenant parce que voilà, j'attends d'avoir vraiment toute son arc, d'avoir fini les 2 autres films pour me dire c'était quoi l'arc de Kiri, c'était ça, tu vois. Et là je me permettrais de vraiment de dire est-ce que c'est de la merde ou pas, tu vois. Manque encore là il y a encore trop d'éléments, il se passe des choses, je suis d'accord. Il se passe des choses, on peut faire des théories sur la lune de tout ça, mais pour le moment c'est encore trop léger pour pouvoir dire, pour moi elle est encore trop fumée, elle résout encore les situations grâce à Eywa, et c'est elle qui résout les problèmes, tu vois. Il y a une situation, ils sont tous ligotés, oui c'est bien pensé, elle se connecte, machin. On sait qu'elle se connecte aux plantes, elle l'avait fait dans le 2. Cool. C'est les plantes du jeu, je sais pas si t'as remarqué, mais ces plantes on les fuyait dans le jeu. Oui, exact. C'est qui se gonflent. Qui te balancent les pics, Mais bref. C'est une bonne solution, mais ça peut être très critiquable sur le fait que c'est la solution de facilité, tu vois. Ça se connecte, machin, elle peut tout faire maintenant. Ah oui. Tu ouvres le champ de possibilités à tout en fait. Parce que si elle devient littéralement comme la reine mère, et qu'elle devient limite plus fort qu'elle ou quoi, j'en sais rien, c'est que. En fait, c'est que tu sais pas où est le plafond. Voilà. On n'a pas encore le plafond, comme jusqu'où elle peut aller. Comme Rey Skywalker qui n'a pas de plafond, comme Captain Marvel, tu vois, c'est des personnes qui n'ont pas de plafond, que personne n'a su de mettre d'échelle de force. Et elle, pour le moment, c'est un peu ça. Et moi, c'est ça qui m'embête. Parce que, tu peux résoudre tout le scénario avec elle, quoi, si tu mets pas de plafond. Si elle est ultra machinée, elle prend le contrôle d'Eywa. T'en viens même à te dire, moi c'est une théorie que j'avais, comme très vite. C'est Eywa. Oui, ça c'est elle, après il y a un truc avec le temps où j'en sais rien, mais qu'on se rend compte qu'en fait, Kiri c'est Eywa avant tout ça, je sais pas, peut-être une boucle ou j'en sais rien. Mais du coup, voilà. C'est encore très dur à juger. Mais voilà, en fait, elle est encore trop dure à juger parce qu'il nous manque trop d'éléments. Oui, comme dans le 2. Mais Spider est plus facile à juger. Ouais, par contre, Et moi, Spider. Ouais, c'est vrai qu'on partait sur Spider en premier. J'ai pas tant d'attache que ça à ce personnage. Spider, pareil, moi, comme dans le 2, il me saoule. Hein. Moi, je suis désolé. Moi, pour moi, Spider, c'est que c'est trop le personnage que tu mets en humain pour faire accrocher le grand public à l'affect humain. Donc il a tous les trucs, et là en plus on fait, je le vois comme ça aussi. Là en plus on fait quoi? On fait encore plus pour te justifier le fait qu'il faut que tu t'attaches à un humain parce que t'es humain et que tu regardes le machin. Tu peux pas faire un film qu'avec des avatars, on dirait, tu sais, ça serait trop dur. Du coup grâce à Kiri il a son histoire de masque, tout ça, machin nanan. Donc du coup, comme on a vu dans les bandes annonces, on a vu qu'il pouvait respirer sur la planète. Donc du coup, il y a toute l'histoire de Kiri qui lui donne grâce. C'est elle qui, en fait, elle le dit par contre, ils disent que c'est pas Eywa qui lui donne ça, c'est elle. Qui a la force. Ne lui a pas répondu. Non. Et tu vois, il y a encore un élément qu'on connaît pas quand les scientifiques Norman et tout là, ils disent non mais il y a encore un il y a un pare-feu. Il y a un truc, il y a quelque chose qui est fermé, pourquoi Eywa ne te parle pas.
Mais Donc tu il y a vois, tout cet arc-là ouais, qu'on n'a pas encore. ça peut être intéressant parce Ouais. qu'il peut avoir Pourquoi- un truc très intéressant. Alors encore. pourquoi Aiwa ne répond pas à tous les appels? Pourquoi Aiwa se renferme sur ça, tu vois? Quelle va être la justification de ça? Mais si Kiri c'est Aiwa, ça répondrait de pourquoi elle lui répond Bah pas. là, moi je pense qu'elle l'est pas en fait. Moi je pense qu'elle l'est pas parce que c'est ce qu'ils nous font comprendre là dans celui-là. C'est que vu qu'elle lui répond pas, mais elle se voit quand même, mais c'est vraiment un truc à part quoi. Moi je le comprends, moi je le comprends comme ça. Hein. Ah ouais. Que elle lui dit Aiwa répond pas à Kili, donc c'est Kili qui arrive par X Y raison à donner la respiration à Spider. Ouais. Et même quand elle va la voir après, parce que du coup elle arrive à, il y a 2 scènes et c'est la deuxième scène où on arrive à voir la mère de Aiwa, mère nature, enfin mère. Bah Aiwa littéralement. C'est bizarre comme scène, ouais, mais qui est... je sais pas trop quoi en penser. Ouais, c'est ce visage. On voit un visage qui tourne, qui regarde du coin de l'œil, qu'ils arrivent, du coup, Spider et Kili et Took. Et Took, ouais, c'est ça. Mais du coup, moi je pense qu'il y a un combat en fait qui va se faire ou quelque chose, il y a une incompréhension entre Kili et Aiwa en fait. Elles se comprennent pas les deux, ils se rejettent mutuellement en fait, c'est ça qu'ils font comprendre. Mais pourtant, elles ont les mêmes effets sur les choses. C'est ça qui est bizarre. Donc c'est vrai que... c'est bizarre, ouais, c'est encore trop entre deux, le cul entre deux chaises. Mais j'aime bien le fait de pas savoir des trucs. Ouais, bah bien sûr, c'est bien. Mais il faut que ça soit expliqué. Il va falloir que par contre, parce que toutes les portes ouvertes dans celui-là, faut que derrière on nous explique pourquoi du comment, pourquoi Aiwa n'a pas répondu. Parce que même là, à la fin, en soi, c'est elle qui donne l'ordre aux nouvelles petites créatures poulpes là, en disant les poulpes ils disent ouais ceux qui viennent d'en haut, et elle lui dit tuez-les tous. Mais pareil, on sait pas si Aiwa en soi elle a tourné l'œil, elle les a repoussés parce qu'on sait en fait on sait pas. Non en vrai on sait pas. On sait pas si c'est Kili qui les a appelés ou c'est Aiwa qui a entendu. Comme dans le 1 en fait, on sait pas. Il y a trop de flou autour de ça. C'est la spéculation sur des choses où on sait pas. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui vont interpréter différemment, mais pour moi je pense que on n'a pas la réponse à ça et on l'aura peut-être après. Oui, on l'aura après. Non mais Cameron il sait où il va. Oh Cameron il sait où il va avec ça. Quaritch, ça m'a fait bizarre plein de fois où il se retrouve avec Jake. Cette confrontation qui est assez étrange, mais pas si dérangeante que ça. Moi, je peux la comprendre par rapport à Spider parce qu'on sait que Quaritch réellement, il aime Spider. C'est son seul héritier qu'il a vraiment. Moi, limite, ça me fait plus bizarre par rapport à Jake, qui fait tout pour protéger Spider, mais qu'au moment où il doit la battre, alors certes, il la bat pas, mais il a l'air très déter au début. Il est hyper froid dans sa manière de l'emmener dans la jungle. Que ça parte dans ça, il est très froid. Moi, je pensais qu'il l'emmenait de manière dure pour faire devant Neytiri, et après il dit bon bah vas-y sauve-toi. Non, c'est vraiment en mode Mais il est parti pour le tuer. C'est me regarde pas, me parle pas. C'est. Après, mais bon, encore une fois, c'est encore une fois, c'est que tu vois cette scène là. Bah j'y crois zéro, tu vois. Moi non plus. J'y ai cru zéro. Il est tellement axé important Spider. Je me suis dit bah non ils vont pas le buter là, même si j'aurais tellement aimé qu'il le bute. Ça aurait été tellement. Ça aurait été hard. Ça aurait été tellement bien. Enfin ça aurait été mieux. Mais bon forcément c'est comme Loak qui est une scène extrêmement que je m'attendais pas, qui essaye de se tuer. Voilà. C'est une scène extrêmement que tu voulais dire tout à l'heure. Oui je voulais en parler tout à l'heure. Voilà. On a quand même un ado qui essaye de se suicider. On sait à quel point dans le cinéma c'est dur de mettre du suicide à l'écran, c'est quasiment prohibé. On y met dans un film Disney, grand public, un ado qui va sur la plage pour se flinguer quoi. Tellement que ce qu'il vit c'est dur. Et c'est là où Avatar va parfois pousser des curseurs dans des zones beaucoup plus sombres. À la fin du générique, parce qu'on est resté jusqu'à la fin voir s'il y avait Thanos, mais à la fin du générique, ils mettent comme quoi, si jamais on a des tendances suicidaires, appeler tel numéro et tout. La prévention. Ouais, donc, c'est osé, et je trouve que c'est bien. Ouais, bien sûr, c'est pas... Ça met du drame, de la noirceur, du poids, Non, c'est fort. T'es touché par la scène. Tu dis putain, il en vient là, il commence à penser à ça. C'est juste après que son père lui dit des mots encore pareil une fois, que Jake lui dit des mots très, très durs. Ouais, soutenez-le ce gamin, enfin, tu sais, à quel moment cette chose qui a vécu Spider a respiré comme ça. Spider, pour moi, il fait ça parce c'est Kiri qui l'a fait, ou alors il a été accepté par Aiwa. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, mais la RDA ne peut pas faire ça.
La RDA, la nature n'accepterait pas, vu qu'on sait que la nature, elle est, tu vois. Bah, j'espère qu'ils vont pas nous sortir une ellipse et qu'ils ont dit, oh, on a trouvé la solution. Tu vois, ça me foutrait les boules. Parce que du coup, Spider se retrouve à la RDA, tout ça, ils analysent de leur côté aussi. Et l'autre il dit ouais je veux ça là maintenant, je veux avoir la solution pour respirer. Donc c'est acté. Tu sais, je vois bien le géant vaisseau avec des humains. Les humains ils sont tous à la queue leu. T'as des militaires qui viennent, ils leur filent des graines de Aiwa. Tu sais, des graines de sacrées là. Des sacrés, les humains ils y prennent, hop, ils peuvent respirer. Tu sais, comme un cacheton. Non, ça serait nul. Ah ouais, là, ça casserait tout le mystique autour de ça. Ça serait tellement nul ça. Il faut que Spider, pour moi, il faut que ça soit l'exception de la règle. Sinon, si on va commencer à faire une industrie autour de ça, ça va casser de pourquoi c'est arrivé à Spider. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Moi, je pense que c'est juste scénaristiquement, ils ont foutu ça pour faire la suite du scénario. Hein. Faire la suite du scénario pour que ça soit axé sur lui, qu'il y ait la dualité entre encore la RDA et tout ça. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais, mais... Déjà, il n'y avait pas autant de trucs de la batterie des masques à l'époque. Non, clairement pas. Parce dans le 1, si tu reprends dans le 1, non. Parce que niveau scénario... Il y avait un petit peu, mais pas autant. Ouais, mais au pire, il garde un masque et puis voilà. Enfin, tu sais, au pire, Spider, il garde un masque et puis voilà. Là vouloir le faire devenir Navi humain... c'est trop bizarre avec sa petite queue là derrière la tête là. J'ai pas trop kiffé ça. Pareil, moi je le rattache encore une fois pour le spectateur. Tu sais, le spectateur il aurait peut-être pour avoir. Enfin, tu sais, ça rattache l'humain à l'humain, tu vois. Ouais. Mais bon. Mais ouais, il y a encore plein de choses parce que pareil, Quaritch, on pourrait parler de Quaritch, il y a surtout Varang qu'on n'a pas parlé, qui a plein de choses à dire sur Varang. On va en parler de Varang parce que. Mais Quaritch, on peut faire un petit arc sur lui en parlant de Varang qui est. Quaritch qui, pour moi, va devenir gentil. Parce que. Ouais. Pour moi, là, Quaritch, certes, c'est censé être le méchant dans tous les avatars, mais là, on te pousse, on te met la petite graine de. Il va devenir gentil. Mais il va avoir, c'est sûr. Parce que là, déjà, t'as beaucoup de dialogues, t'as 2-3 dialogues avec Jake, où Jake essaye de lui dire vas-y, ouvre les yeux, il est encore fermé à ça. Mais bon, si on met son petit curriculum vitae à Quaritch, il a quand même fait. Il s'est rattaché au putain, j'allais dire en Quaritch s'est rattaché aux Ikran, il a fait toutes les épreuves. Là, il s'est rattaché au peuple de feu. Il s'est rattaché, il arrive à subir l'attaque de Varang. Quand même. C'est vraiment, il y a vraiment un lien entre lui et Varang parce qu'ils ont couché ensemble. Hein. C'est clairement dit. Donc, si Quaritch voit autant les Navis comme des ennemis, genre là, il pourrait pas coucher avec normalement. Mais déjà le fait qu'il couche, c'est quand même. Donc déjà, c'est qu'il y a une brisure par rapport à lui-même, ses idéaux. Là, pour moi, il suffit juste qu'il se connecte à Ewa et c'est finito. Il est gentil. Hein. Vraiment, il a fait. Ouais. Il est méchant parce que voilà, il s'est pas encore posé les bonnes questions en fait, c'est juste ça. Il est focus marine. Il fait le truc, bon allez, je vais tenter l'ennemi de mon ennemi. Ouais. Ça marche, mais je suis désolé, là tu le branches à Ewa sur un port USB, c'est bon, il voit les choses. Alors à moins que là, de toute façon à un moment il faut qu'il soit connecté à Ewa lui. Il va y avoir une connexion avec Ewa, pour lui c'est obligé. Par contre, mais voir comment il réagit, voilà, perso, ça peut être un perso intéressant. Ouais, mais du coup c'est qui les méchants? C'est la petite blonde dans son exosquelette là. Mais moi je l'ai vu la phrase cachée pour la suite. Ah ouais? Oui, je l'ai vu, je me dis ça c'est la suite. À quel moment? Alors, tu sais la générale, la colonelle, ouais. Elle parle au mec qu'on voit dans le 1, le costard là. Ouais. Et elle lui dit le grand chef, le patron. Ouais, il dit c'est votre papa qui vous donne là. Comment vous parlez du patron? Allez, ça c'est 4 et 5. Ouais, c'est lui qui tire les ficelles, il est sur terre, il tire les ficelles. On l'a jamais vu. Et on va sortir du chapeau. Ça c'est un setup playoff, tu sais. Oui. Et voilà, et Quaritch, lui, j'imagine bien que ce grand Manitou va soit virer Quaritch, soit le dire c'est bon, vous avez gâché toutes vos missions, vous êtes viré. Il va se retrouver à pas pouvoir aller sur Terre. Il va être comme Agnès sur Pandora. Et voilà, au bout d'un moment, il va se connecter machin. Mais alors du coup, si on le fait passer gentil, du coup ça va être encore les humains qui vont revenir, la RDA, donc des nouveaux moyens, machin, faut voir où ça va aller. Ouais.
Parce qu'encore une fois, on sait que Neytiri doit aller sur Terre. Gros spoiler, cadeau. Oui, on sait deux choses. La première, c'est que Neytiri doit retourner sur Terre et que ça se passe à peu près 10 ans plus tard. Ouais. Donc voilà. Et si on sait un troisième truc, mais du coup ça marche pas avec ce qu'on dit, Cameron a dit que Quaritch serait le méchant jusqu'à la fin de la saga. Donc bon. À voir, hein, mais bon là après c'est de la spéculation, c'est de l'hypothèse et tout ça. Mais c'est vrai que là tu peux te dire Quaritch pourrait devenir gentil. C'est un arc qui peut possiblement se faire. Parce que je trouve qu'il s'est tellement investi que j'ai vu assez de films de double infiltré, flic FBI dans les camps. À la fin, il y a très peu de films où le méchant reste dans le camp des méchants, tu vois. Quand il s'est infiltré autant dans un univers, tu vois. Et là, il s'est bien infiltré, hein. Ah bah là ouais. Wink wink, clin d'œil. C'est bien infiltré. Avec Varang, voilà. Non mais c'est quoi cette haine envers Jake? Ça va au bout d'un moment, il a déserté, c'est bon. Oh, trouve-toi une passion, je sais pas. Ça fait bizarre quand Jake il se fait embarquer. La scène elle est bien quand il se fait, il va dans la base de la RDA. Tout le monde le prend en photo. Ouais, on a enfin trouvé le. Moi j'adore. J'ai adoré, ouais. Ça rendait bien. Mais orange. Mais ça fait un peu bizarre de dire qu'on n'a pas eu cette sensation que le peuple de la RDA, les humains classiques, le voyant tant en mode waouh, tu vois. Ouais, on l'a pas vu, mais ça se comprend. Mais oui, ça se comprend. Parce que c'est le trait qui a fait échouer la mission. Bien sûr. Et du coup, on a récupéré le fameux. Ah ouais, moi j'ai adoré. Voir Jake dans une cellule comme ça. Là, j'avais vraiment un Avatar 3 avec des scènes que j'avais jamais vues. Oh là là. Je disais, ça j'ai jamais vu. Pour moi, voir Jake comme ça en tenue orange, prisonnier aux yeux de tous. Ah ouais, là c'est très bien. Pour moi, la scène il y a plusieurs scènes très marquantes dans celui-là qui me vont rester, mais la scène d'attaque, infiltration de Neytiri dans la base RDA. Ah ouais, alors ça, je peux la revoir en boucle. Hein. Vraiment, il y a une course-poursuite, il y a une attaque, il y a une infiltration, la dualité. T'as Varang qui arrive derrière, la avec dualité les entre hélicos. Varang et Neytiri. Ouh là là. Enfin enfin de l'attaque dans de la base humaine, enfin d'une nouvelle chose à part tout le climax final de la double attaque, enfin de l'attaque de bateau qu'on a déjà vu. Oui. Mais ça, tout cet arc-là. Maintenant, on est dans une société où on a beaucoup de séries, et les séries ont pris beaucoup de place sur les films. C'est-à-dire que maintenant, quand on mange une histoire, on la mange en période de 10 heures, 11 heures, 12 heures pour des saisons. Par exemple, je prends l'exemple de Stranger Things, on se rend pas compte qu'en fait, quand on regarde la saison de Stranger Things, on mange 6 films d'un coup, quasiment. Donc là, avoir un Avatar 3, qui certes dure 3 heures, mais il y a plein de choses, on est obligé d'accélérer. Ouais, bien sûr, j'ai ressenti à beaucoup de moments. Mais imaginons, on aurait un Avatar qui serait une saison entière et des épisodes d'1h30, on pourrait passer du temps sur... Plus tard, on l'aura, ça, on va s'en bouffer de la série Avatar. Ça serait bien, parce que franchement, là, l'exploitation du lore, elle serait vraiment cool. Ah bah ça serait bien, ouais, parce que pareil, juste pour aussi... parce que, tu vois, ça fait bizarre qu'ils rameutent tous les peuples à chaque fois, et que ça soit... tu vois pas de distinction entre les peuples. Ouais. Enfin, maintenant, ils rameutent à la fin de celui-là, ils rameutent le peuple... Le peuple à quoi de l'eau, tu vois pas de choses différentes. Ouais, grave. Il faudrait une histoire qui se passe sur une planète où les peuples, on apprend vraiment à les connaître avant qu'ils se rallient. Vraiment des distinctions entre chaque peuple et que l'histoire soit déjà 100 fois mieux que celle d'Avatar. Ça, c'est sûr. Du coup, voilà, pour le personnage de Varang, elle est incroyable. Ouais. Elle est incroyable. Franchement, à l'écran, elle dégage un truc. Bien. Il y a à la fois un côté très fascination de larmes. Je trouve qu'elle a un côté presque même parfois un peu enfantin ou émerveillé par émerveillé comme un enfant un peu zinzin de. Elle a une bonne truc. Ah ouais. C'est pas une Harley Quinn quoi, tu vois. Ouais non, elle est vraiment trop bien. Je l'attendais avec impatience de découvrir ce nouveau peuple de feu et de cendre. Ouais. Et quand elle arrive, elle a un côté bestial. Ouais. J'étais un peu étonné, l'incorporation était un peu bizarre parce que je m'attendais pas, quand ils ont dit, quand ils présentent le peuple du voyage, tout ça, désert, ils disent qu'ils sont attaqués par des gens. Et je m'attendais pas à ce que ça soit eux. J'avais pas capté. Moi aussi, l'intégration dans l'histoire, je l'imagine pas comme ça. Ouais. Qu'ils arrivent en mode c'est des gens qui viennent attaquer, piller, voler et tout. Ok, bon, d'accord. Et du coup, je m'attendais plus à ça différemment.
Et puis géographiquement, c'est pas à combien ils sont loin. Pareil, tout ça, il y a des trucs qui sont un peu accélérés. Pareil, la façon dont ils vont voir lui, ils savent où est-ce qu'il est, leur repère. Oui. Donc pareil, c'est instauré là maintenant, donc on ne savait pas avant, machin. Il y a plein de petites choses comme ça un peu bizarres. Ouais, bien sûr. L'incorporation entre les deux aussi, j'ai bien aimé que ça soit de l'attaque, de la course-poursuite dans les bois et tout ça, toute la présentation de son peuple. Alors, un petit clin d'œil aussi je trouvais ça un peu à la Mad Max, en mode je suis le feu, et l'autre il a une boule, elle lui jette le flamme, elle lui jette une flèche, ça pète. Ça fait très Mad Max, ça fait très, mais j'ai bien aimé. Moi aussi j'adore. Parce que du coup, pareil, ça aussi. Le mec se tue par odeur des flammes. C'est trop bien, c'est des fanatiques. C'est des fanatiques du feu, quoi. Et tout ce peuple-là, visuellement, il n'y a rien à redire. Dans leur souche d'arbre. Elle est incroyable. Oh, mais la scène de l'attaque des voyageurs, avec les Ikrans des deux côtés, tout, Neytiri et Varang qui se battent dans les airs. Cette dualité, comment j'ai hâte de la revoir à l'écran. Ah ouais, moi aussi. La dualité, vraiment, c'est comme je disais, il y a des scènes qui m'ont marqué, il n'y en a pas beaucoup, mais la plus grosse scène qui m'a marqué, c'est le premier tir de Jake Sully sur l'Ikran au début. Et la deuxième scène, c'est vraiment où tu sais que tu auras la confrontation de Neytiri et Varang. Et deux personnages féminins comme ça qui s'affrontent, qui sont une force phénoménale. Ouais, grave. Et la scène est tellement bien faite qu'elle se prenne la flèche par Varang. Elle se prend la flèche, elle est affaiblie, elle est énervée. Et elle crie, et elle lui fonce dessus à l'Ikran. Et genre vraiment, le bruit s'arrête et t'entends le pas des deux Ikrans. Tu sens et la caméra arrive pas à les suivre. C'est magnifique. Cette scène, elle m'a marqué, elle est exceptionnelle. Vraiment, l'impact des deux. Puis trop bien. T'as vraiment un lien avec Neytiri, tu l'aimes bien, tu veux pas qu'elle vive ça. La méchante, on te l'a teasé, tout ça, on en parle depuis longtemps. Pas dans les histoires, mais tout le côté marketing et tout ça. Donc là, la confrontation, elle est directe, la dualité, elle est présente. Et c'est génial. Et tout le long du film, elle est reprise et tout, même que ça soit un petit peu moins à la fin. J'étais un petit peu déçu. Moi, j'aurais voulu un vrai combat. Un petit combat à la fin, un petit combat à la fin. Parce qu'il y a elles se battent, elles enchaînent, elles avancent d'un endroit à l'autre. Ça sera pour la suite, très certainement. Varang s'est sauvé. Mais non, Varang, ce nouveau peuple est très très bien. Les couleurs qu'ils ont, ça dénature vraiment. Ils sont sur des couleurs noir et blanc, qui sont pas vraiment des couleurs. La seule couleur qui est là, c'est le rouge. Donc le rouge du sang, le rouge de la flamme, qui dénature complètement avec le bleu et le vert qu'on a l'habitude sur Pandora. Donc c'est parfait, on a une colorimétrie qui est complètement différente pour ce peuple. Et c'est génial, même son Ikran, qui est pas vraiment un Ikran, qui est une nouvelle espèce, qui est beaucoup plus grande, très, très belle, et qui lui est gris. Très classe. Non, ça y a rien à dire, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir vraiment du bien. Il fallait quelque chose comme ça, un peuple méchant et qui a ses propres raisons, qui sont expliquées, qui peut-être ça va varier plus tard ou quoi, je sais pas. Puis pareil, tout ce principe de elle utilise sa... Vu qu'elle a été rejetée d'après elle par Eywa, qu'elle utilise Eywa et la connexion de ses cheveux pour autre chose. Et de couper ça, alors déjà, ça, je trouvais ça tellement torturé et tellement bonne idée. Puis visuellement, c'est incroyable. Elle se connecte, elle prend l'ascendant, elle détruit la personne psychologiquement et après elle lui coupe le lien. Je trouvais ça, mais ça c'est trop bien. Violent, c'est bien, c'est une bonne idée. C'est des bonnes idées. C'est une très bonne idée. T'as vu les marques de scarification qu'ils ont ? Oui, avec les petits points. En fait, elle se brûle ses points de lumière pour avoir aucune. Voilà. Trop bien. Ça, pour moi, c'est de la super bonne exploitation de l'heure. C'est gérer son leurre parfaitement. Gérer un bon peuple, c'est super. C'est super bien fait. Si tu veux redire. T'as le même élément pour chaque peuple, mais il sert différemment. Tu vois, en les cornes dans le train, tu vois, c'est un peu ça. Bien sûr. Donc, non, ça c'était génial. Plus-value. Mais on les veut plus. On les veut plus. Alors, j'ai vu beaucoup de trucs où on dit qu'ils passent en second plan. C'est vrai, mais je m'attendais pas à ce qu'ils soient en premier plan. C'est ce que peut nous faire penser la promotion du film avec les affiches et tout. Mais je savais que Quaritch allait rester en tête. C'était normal. Obligé parce que c'est Quaritch avant tout qui les utilise. C'est l'ennemi de mon ennemi, quoi. C'est vraiment. Je les utilise pour pouvoir arriver à mes fins. Ça allait pas être la méchante principale et Quaritch en second plan. C'était pas possible. Après ce qu'on nous avait instauré dans le 2, Quaritch allait être là. Mais au moment du climax, on a toute une partie climax et on en oublie presque que Varang et Quaritch ne sont pas là. Et quand tu les vois arriver au-dessus avec les... Là, tu te dis, oh ouais, ils arrivent au moment de l'éclipse, bien sûr, ça fait du bien.
Ça fait du bien, leur attaque et tout. Ça fait encore une fois, pareil, une plus-value que t'as pas dans la fin du 2 et tout ça. Ouais. Et tu te retrouves avec le peuple qui arrive avec Quaritch en peinture et tout, de guerre. Ouais, Non, c'est ouais. trop bien, c'est trop bien. Je me suis dit, en fait, c'est le déroulé du combat se faisait trop facilement. Je me suis dit, bah forcément, ils vont se faire botter le cul derrière. Et du coup, ils arrivent et c'est trop bien. C'est trop bien. Ils sont on a un début de bataille qui est très positif. Très positif. Ça se passe super bien. Les baleines. Les Tulkun qui gèrent. Ouais. Oh, alors, je me rendais pas compte de la matriarche. Elle est gigantesque. Elle est immense. Parce que Payakan, déjà dans le 2, je le trouvais immense. Mais là, Payakan, il est tout petit à côté. Donc, waouh. C'est un truc de fou. Vraiment, j'étais content d'avoir ce ressenti parce que ils se jettent sur le gros bateau, les baleines se jettent sur le gros bateau, et t'as un plan où t'en as une qui se jette dessus, qui écrase tout, et elle s'enlève, et tu vois vraiment que le truc est aplati, quoi. C'est une crêpe, quoi. Vraiment la puissance de ça, et puis, grave. Non, tout le combat et tout, vraiment, il fait du bien. C'est le combat qui manquait à la fin du 2, mais du coup on le retrouve là, et c'est un vrai combat. C'est un vrai combat. Là, il n'y a pas le peuple des eaux qui disparaît comme par magie. Ils sont là, ils ont des plans. Même si je suis un petit peu mitigé sur le fait que le père, on le voit attaquer un bateau, mais on le voit pas au moment où sa femme accouche et se fait prendre une balle. Ouais, moi j'aurais voulu qu'on le voie un peu plus. Ouais, j'aurais voulu, on le voit. On le voit vraiment battre au bâton. Parce pareil, t'as pas la résolution. Tu le vois juste, c'est le seul plan. T'as pas la résolution de lui qui voit son bébé, qui voit sa femme morte. Si, après ils sont sous l'eau et lui et sa fille. Ils ont le bébé et ils le connectent à... Oui, voilà, t'as ça à la fin. C'est le seul truc. C'est ça. T'as pas la résolution du père qui voit sa femme morte, qui a accouché. Voilà. Moi j'aurais voulu que Neytiri, lui cherche sa femme. Neytiri, elle arrive, elle lui donne le bébé, elle lui dit... Il y a des choses comme ça qui manquaient un peu, encore une fois. Ouais. C'est... Ouais. Ça, tu vois, ces personnages-là, c'est quand même important. Elle fait naître son enfant, qui pareil va être très certainement utile pour la suite et tout ça. Oui. Et le père, tu le vois un plan attaquer un bateau, il a son moment, mais sa femme, elle vient littéralement de se prendre une fléchette dans le cœur. Et dans le... je pense que le cœur est là aussi pour eux, bref. Et elle accouche, et genre elle accouche toute seule avec Neytiri, c'est une scène très très marquante. Pareil, un accouchement au milieu d'une scène de bataille. Il y a ça aussi, Tu vois, il y a quand même des choses. Il y a des choses, et puis il y en a qui vont pouvoir dire, c'est bizarre. Bon, il y a quand même un plan où elle tire sur quelqu'un et dire, elle accouche là, tranquillement, elle se fait pas attaquer, tu vois. Ouais, après, si tu veux faire le casse-couille, tu peux, quoi. Oui, bien sûr. Mais oui, je suis d'accord, la scène est tellement violente. C'est l'accouchement, la mère meurt et le bébé est récupéré. Et c'est quand elle meurt, elle lâche le bébé et elle le rattrape. Elle le rattrape, quoi. Elle lui dit, tu la protégeras. Direct. Voilà, je la protège instantanément. C'est toutes les symboliques sont là, donc encore une fois, critiquer. Faut arrêter de critiquer sur ce qui n'a pas lieu d'être. Faut arrêter de trop lui taper dessus non plus. Au contraire, il y a plein de défauts, c'est sûr, mais ça va comparé à tout ce qu'on voit ces derniers temps. Faut arrêter de cracher sur les trucs qui. Certes, il y a des choses à redire, mais faut savoir cracher sur les bonnes choses, en quelque sorte. Oui, parce que là, tu vois, et on va pas souligner les belles choses. Je suis désolé. La plupart du temps, tout le monde va dénaturer les choses et personne va souligner les choses vraiment marquantes qui sont ce qu'on a dit déjà auparavant. Avatar, maintenant, certes, c'est beau, mais ça c'est acté pour tout le monde. Bien sûr. Mais on peut pas lui donner que cette qualité-là. Non. Il a d'autres choses. Pour moi, quand je regarde Avatar, je suis plongé dedans parce que malgré tout les personnages, même s'il y en a certains on comprend pas trop leurs idées, leurs trucs et tout, Kiri, Spider, tout ça c'est un peu flou, mais malgré tout les personnages on les aime bien, les choses qui se passent, tu vois, t'en as un qui a presque envie de se suicider alors que c'est un ado, t'en as une qui accouche au milieu d'un champ de bataille, tu vois, il y a des choses, ils sont intéressants les personnages. Le seul qui est pas encore exploité c'est Took qui est pour le moment vraiment vraiment là qui est la petite. La petite fait malheureusement pas grand chose, a pas assez d'impact dans le pour moi tout ça sera une Neytiri. Ouais, c'est ça, je pense. Il y a tout ce truc de fin quand Jake sauf Quaritch et Spider, je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai qu'à la fin ils se regardent un peu dans le blanc des yeux. Je m'attendais. Ils le disent littéralement. Quaritch il dit bon on fait quoi là maintenant. Bon on fait quoi. On se regarde dans le blanc des yeux et on se serre la main. Enfin, Puis il se jette dans le vide. Bon, il est pas mort. Bien sûr que non, il est pas mort. C'est impossible. Tant qu'il n'y a pas de cadavre. Tant qu'il n'y a pas de corps, on peut pas dire que le personnage est mort. Faut voir le corps.
Alors pareil, ça aussi on en a pas du tout parlé, mais ce champ magnétique sorti du cul, qui pareil, alors ça je suis... Ça, alors apparemment Pourquoi on nous dit pas ce que c'est? Ouais, c'est un effet de la communion alors à ce compte-là. C'est un effet de la communion, alors pareil, c'était acté... c'est moi je l'ai perçu comme ça, c'est la communion des Toulouk, Ouais, mais balancez-nous une phrase. Ils disent c'est un champ magnétique et après ils disent c'est un champ diabolique. Enfin tu vois, ils ouais, expliquent pas... Ça c'est les humains qui disent ouais, champ voilà, diabolique. oui, mais tu vois, diabolique. à aucun moment on te dit pourquoi ça. Et en plus c'est même dès le début du film, c'est ouvert. On le voit au loin, tu vois, on sait pas ce que c'est. Moi tu sais réellement ce qui aurait... Enfin je pense ce qui aurait mis plus d'impact, peut-être que je me trompe, hein, mais que quand Kiri elle se connecte, ça débloque ça. Crée ça. Ah oui, ils auraient pu faire ça. Enfin, avec le métal qui est pris. Ils auraient pu faire beaucoup de choses, mais c'est pas expliqué. Alors, à moins que j'ai loupé l'information, on ne sait pas pourquoi. À la fin, alors c'est très beau, c'est visuellement, c'est très bien, ça fait un lieu de scène de combat final. Mais d'où sort cette foutue énergie qui fait que ça fait des trucs comme ça, que ça attire le métal, ça le broie, ça le fait péter. Ouais. Pour comment vraiment on y voit d'un coup sur un plan, et je me suis dit, mais on y voit au loin au début, hein, on y voit très tôt. Hein. Oui, mais quand j'ai vu les bandes annonces, je me disais, oh là là, mais ouais, qu'est-ce bien que sûr, c'est moi je me suis dit, c'était d'où ça sort et tout, ouais, bien sûr. C'est quoi ce machin? Et non, bah en fait, il y a pas. C'est juste là, écoute, c'est là et on fait le combat là-bas. Bon, ça fait très bien, ils font la chorégraphie finale et tout ça. Ah bah par contre, oui, ça, et ça voilà, permet et ils tombent dedans. Incroyable. Donc du coup, si c'est métallique, parce qu'on le voit que métallique, mais ça fait rien au corps. Même Spider serait tombé, qui serait mort, il tombe dans l'eau, ouais, bon, c'est un humain. Ouais. Mais pourquoi Rich, ça fait pas spécialement de mal, ça fait métallique. Il a déjà été retiré de toutes ses armes, tous ces trucs métalliques. Donc ça ne l'impacte pas, en aucun cas ça le tue. C'est la chute qui le tue et encore, il tombe dans la flotte, il se raccroche à des lianes, j'en sais rien, tu vois. Donc tout est justifié pour qu'il ne soit pas mort, ça c'est sûr. Mais au lieu j'ai trouvé un peu nul. Moi j'aurais voulu le voir réellement tomber dans l'eau. Ouais, au moins un plan, c'est bon, arrêtez de nous faire croire quoi que ce soit. Dites les choses directes, bon il est pas mort et puis voilà. C'est surtout c'est que t'aurais refait une même scène que dans le 2, il va pas être re-sauvé, enfin on aurait fait en fait la fin du 2 aurait été encore comme la fin du 3 aurait été comme la fin du 2. C'est qu'il aurait été encore sauvé par la RDA, récupéré par un tel. Bon, ils te font crever déjà, c'est bien, ils font crever ils tuent le personnage, le baleinier là, avec son bras. Donc déjà, on n'en parle plus. On va arrêter de refaire des plans sur l'eau avec le chassage de baleines. Le Melvin, là, le biologiste, qui devient gentil, sauve Jake, après on le revoit plus. On le revoit plus, mais il lui dit pars par là-bas, donc est-ce qu'il va être sorti de la RDA, pareil. J'adore cette scène aussi. Ouais, pareil. Tous les deux là. Qu'il l'aide, c'est très bien. Mais que pareil, beaucoup de choses en suspens et j'attends de voir la suite très clairement, hein, parce que bon. Ouais, on aura un 4 et un 5. Moi je m'attendais à ce que Jake survive pas à ce film, au final si. Donc quel va être le rôle de Jake, quel va être le rôle de la RDA. À la fin du 2, j'avais pas vraiment de flou parce qu'on savait un peu où le 3 allait, niveau bataille et tout. Là par contre, je sais pas. Tout ça pour dire, on verra bien, c'est encore, c'est encore très flou et on verra la suite. On verra. En tout cas, c'est un grand film. Très clairement. C'est vraiment, ça vaut le coup de malade. Ceux qui n'aiment pas Avatar, essayez de vous rabibocher un petit peu avec la saga parce que c'est pas une catastrophe comme beaucoup peuvent le dire. Et puis voilà. La vidéo, la critique elle est déjà assez longue comme ça. Ouais. On va vous laisser. Allez, ciao. Ciao. Bye.